Merci Didier et merci à vous d'être là. Je vais vous parler aujourd'hui donc des arboretums en région Centre-Val-de-Loire. Donc la région Centre-Val-de-Loire que vous connaissez certainement sont les anciennes provinces de Beauce, du Berry, de Touraine, avec la Loire qui la traverse, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et j'ai beaucoup de chance de travailler pour cette région, comme j'aurais eu beaucoup de chance pour travailler pour la Normandie, que j'adore et dont je suis issue. Donc voilà. On va commencer, donc cet exposé va se diviser en 3 parties. Une partie un petit peu historique, et je vous parlerai de 2 personnages très importants du XVIIIe siècle qui ont fait des tas d'expériences dans le Loiret. La deuxième partie sera consacrée à la visite de 7 arboretums dans notre région, et je terminerai sur les problématiques générales dues aux arboretums. On pourrait dire, en lisant cette définition du guide des jardins botaniques de France, que surtout les arboretums se sont développés en France à partir du XIXe siècle. En effet, d'après l'ouvrage de Marie-Hélène Bentière, Jardin, vocabulaire typologique et technique, le terme arboretum est attesté dès le XVIe siècle, un lieu planté d'arbres, mais également dans l'ouvrage de Jean Nicot, dans les trésors de la langue française tout ancienne que moderne, on retrouve aussi le terme arboretum. Et bien évidemment, le baron Hénouve, dans son ouvrage sur l'art des jardins publié en 1868, recommande de réserver un emplacement bien exposé, destiné à former un arboretum ou pépinière d'essai pour les arbres fruitiers et d'ornement susceptibles d'être acclimatés. Alors nous allons parler maintenant de 2 personnages assez étonnants. D'abord Louis-Henri Duhamel du Monceau, né en 1700 et mort en 1782, qui a eu une importance vraiment importante dans le Loiret. C'est en 1739 que Buffon introduit dans sa propriété de Montbard en Bourgogne des arbres exotiques, dont il donne des exemplaires à Duhamel du Monceau pour les domaines de Monceau, Vrigny et Denainvilliers dans le Gâtinais. Donc Duhamel du Monceau est issu du milieu parlementaire parisien et termine d'abord son droit à Orléans, puis s'installe à proximité du Jardin du Roi, à Paris, seul endroit qui dispense un enseignement sur les sciences du végétal. Ses années de formation au contact des frères Jussieu, de Dufay et d'autres botanistes sont déterminants. Il va travailler sur la culture du safran, puisqu'il y a des grands problèmes. Et on est aussi à une époque où le pouvoir royal, animé par la volonté de moderniser le royaume, manifeste un intérêt croissant pour les sciences. Donc, il va s'installer surtout dans sa propriété, où là, en fait, il va commencer aussi à rédiger notamment le traité des forêts, composé de 8 volumes et d'un supplément, qui est le fruit de 40 ans de travail et qui se présente comme un ouvrage scientifique et de vulgarisation. De sa connaissance des essences provenant du monde entier qu'il observe au fur et à mesure de leur introduction, Duhamel du Monceau va tenter de tirer un profit immédiat dans l'acclimatation et l'utilisation des espèces correspondantes pour les boisements rendus prioritaires du fait des craintes grandissantes vis-à-vis du manque de bois. On voit aussi quelques planches de la physique des arbres, un des livres qu'il a écrit. À l'époque, dans le but de restaurer les massifs forestiers dégradés, une politique d'introduction et d'acclimatation d'essences étrangères est mise en place. Duhamel du Monceau partage son temps avec son frère Alexandre entre la capitale et ses terres de Vrigny, Monceau et Denainvilliers qu'il transforme en jardin d'essai ou en ferme expérimentale. Les travaux d'acclimatation à grande échelle des différentes essences envoyées de l'étranger constituent de véritables arboretums. En 1784, à Vrigny, se trouvent ainsi près de 692 espèces et variétés d'espèces différentes. Roland-Michel Barin, comte de la Galissonnière, est officier de marine administrateur colonial sous Louis XV, suite à la fameuse ordonnance de 1724 qui enjoint au capitaine de rapporter plantes et semences de leur voyage lointain. Il rapporte en 1734 le premier Magnolia grandiflora à Nantes. Vous connaissez l'histoire. Il entretient une collaboration avec Duhamel du Monceau.
Lors d'un voyage en Nouvelle-France en 1739, il lui envoie un mot: « Je vous envoie une ample récolte de semences et de plantes, à quoi je joindrai quelques oiseaux empaillés. » En 1752, il publie avec Duhamel du Monceau « Instructions pour le transport par mer des plantes, semences et animaux, destinées à faciliter l'importation d'espèces exotiques en France depuis le Canada. » On voit aussi une image ici de l'Acer saccharum qui a été envoyée à Duhamel du Monceau par la Galissonnière. Mais une chose aussi qui est très amusante quand on recherche, c'est qu'Henri-Louis et Alexandre pourraient être considérés comme les pères de la météorologie pour avoir, dans le Pithiviers, effectué des observations journalières de 1740 à 1782 pour l'Académie des sciences. Ces premiers contacts avec la météorologie se font donc dès 1929. Ils s'intéressent aux effets de la pluie sur la croissance des végétaux et tentent même de développer une nouvelle façon de pratiquer l'arrosage. Je n'ai pas encore trouvé de texte, mais ça m'amuse beaucoup de continuer les recherches. Un autre personnage contemporain est aussi très très important. Il s'agit de Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, né le 6 décembre 1721 et malheureusement guillotiné à Paris le 22 avril 1794. C'est un magistrat, homme d'État et botaniste dont vous connaissez l'histoire. Et c'est un homme qui s'intéressait énormément à la botanique et on retrouve beaucoup de ses correspondances, et notamment aussi à travers sa sœur, Madame de Sénozan, qui était donc aussi une grand-tante d'Hervé de Tocqueville. Donc il existe, ça c'est pour vous ici à Caen, il existe donc une correspondance botanique dans le charretier de Tocqueville, qui est donc aux Archives nationales, mais dont beaucoup de lettres se sont faites entre la correspondance entre Paris, Orléans et Caen. En 1771, Malesherbes entreprend d'importantes plantations sur ses terres et acquiert progressivement une solide réputation dans le domaine horticole et botanique. C'est dans son château de Malesherbes, dans le département du Loiret, qu'il organise toutes ces plantations. Centre de ses expériences d'acclimatation, le parc rassemblait alors la plus belle collection d'arbres indigènes et exotiques de la région à la fin du XVIIIe siècle. Une autre histoire amusante aussi, c'est l'aventure des cyprès chauves. Des graines de cet arbre avaient été rapportées en Angleterre au XVIIe siècle par le botaniste John Tradescan, jardinier du roi Charles Ier. Mais il est resté inconnu en France jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, et c'est dans le Loiret qu'il va être cultivé et acclimaté la première fois. Donc en 1745, Duhamel du Monceau reçoit de Louisiane des graines qu'il plante avec beaucoup d'empressement, jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'en fait c'était dans les pieds dans l'eau que ces jeunes plantes poussaient le mieux. Rapidement, il possède donc une belle pépinière de ces cyprès de Louisiane qu'il donne à tous ses amis passionnés de végétaux, comme l'atteste sa correspondance. Je vous parle de Duhamel du Monceau, parce que c'est en 1770 que c'est son voisin et ami Malesherbes qui se passionne à son tour pour ces arbres étonnants dont il va repiquer de très nombreux plants sur les terres de son château de Malesherbes, et qui écrit aussi une histoire du cyprès distique en Amérique et observation sur sa culture en France. Donc les plantes arrivent chez Duhamel du Monceau, vont après chez Malesherbes, qui écrit une histoire, et l'histoire continue aussi avec Varenne-Feny, qui dans ses mémoires sur l'administration forestière et sur les qualités des bois indigènes qui se sont acclimatés en France, parle donc de ce qu'écrivait M. de Malesherbes sur le cyprès d'Amérique. Donc après cette courte description historique de deux personnages, je vais vous parler maintenant des arboretums en région Centre-Val-de-Loire, et nous allons commencer donc un peu par chronologie historique avec l'arboretum de la Fosse, qui est effectivement un endroit absolument incroyable, situé à Fontaine-les-Coteaux, près de Montoire-sur-le-Loir, dans le Loir-et-Cher. Avec l'arboretum de Baleine créé en 1804, l'arboretum de la Fosse est l'un des plus anciens arboretums privés de France. Des milliers d'arbres et arbustes du monde entier y ont été plantés depuis la fin du XVIIIe siècle autour des bâtiments,
puis selon le dessin paysager réalisé par son propriétaire, Alexandre Sébastien Gérard, sur les 25 hectares d'un coteau de la vallée du Loir. Les innombrables découvertes botaniques des 3 derniers siècles, ainsi que la persévérance de 8 générations de la même famille, ont permis un entretien et un enrichissement constant. Alexandre Sébastien Gérard est ingénieur des ponts et chaussées et président du conseil d'administration de la manufacture des glaces de Saint-Gobain. Il hérite de la propriété. Il a la passion des plantes et fait partie de ceux qui ont conseillé l'impératrice Joséphine pour les plantations de son domaine de la Malmaison. Il profite des nouvelles introductions dues à ses nombreux voyages et aux nombreux voyages des botanistes en Amérique du Nord et en Asie et crée alors un arboretum à la fosse. Ce dernier prend place sur des terres à l'origine occupées par des bois et des vignes. Donc, le dessin du parc pensé par Sébastien Gérard est conçu entre 1810 et 1820. Ce dernier agrandit également les bâtiments existants et dresse un belvédère avec un pigeonnier qui est construit en 1817. Enfin, près de la maison, l'orangerie est édifiée pour accueillir la collection d'orangers que lui a offert l'impératrice, tel qu'on le voit sur ce très beau tableau peint en 1834 par le peintre Langlancé. À la fosse, de nombreuses allées et clairières sont soigneusement aménagées, bordées de plantes dont l'intérêt scientifique se double d'un attrait esthétique. Certaines floraisons, comme celles des magnolias, des cornus, des rhododendrons, sont spectaculaires au printemps, tout comme les céanotes, tandis qu'à l'automne, les couleurs des Parosia persica, des Nyssa sylvatica, des Caria ovata accompagnent celles des cyclamènes de Naples en sous-bois. Parmi les arbres les plus remarquables de la fosse, nous pouvons admirer le Cédrus libani planté en 1810, Pinus laricio 1820, Juniperus drupacea 1880, Taxus baccata fastigiata en 1825, Davidia involucrata 1905, Quercus dentata, Cedrus brevifolia, Davidia involucrata aussi en 1905. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était étonnant d'avoir tous ces arbres. On admirera également les magnifiques écorces des Acergryseum, Herci, des Prunus cerula et maci, des Betula costata et Albocinacis septentrionalis, des Arbutus andractés et mendiesi. Le parc de la Fosse, comme d'autres arboretums, joue un triple rôle de conservation, d'expérimentation et d'observation. Il est l'un des plus anciens arboretums de France et le premier ayant reçu la protection des monuments historiques en 1878. L'arboretum a ouvert ses portes au public en 1984. La gestion est aujourd'hui assurée par Jacques Gérard, le fils de Philippe Gérard, un des fondateurs de l'Association des parcs botaniques de France. L'intérêt du parc réside notamment dans le fait qu'il n'y a jamais eu de discontinuité dans sa gestion depuis 1751. C'est un point fondamental dans l'évolution et la gestion d'un arboretum. Les plantations se poursuivent toujours aujourd'hui, mais le parc n'est plus agrandi. La protection au titre des monuments historiques garantit sa structure et son dessin, la richesse botanique est maintenue. Un autre arboretum très important dans notre région, c'est l'arboretum des Bars. L'arboretum des Bars est situé à Nogent-sur-Vernisson, près de Montargis, dans le Loiret. En bordure de la forêt d'Orléans, au sud du Gâtinais, à une vingtaine de kilomètres respectivement de Montargis et de Caen, l'arboretum national des Bars est immanquablement lié à la renommée de la famille Vilmorin. Au XVIIIe siècle, Philippe Victoire s'adonne à l'étude de la botanique avec ardeur. Il s'associe avec son ami Pierre Andrieux, grainetier, botaniste du roi Louis XV, pour former un commerce de graines potagères, agricoles et forestières sous l'enseigne de la maison Vilmorin-Andrieux. Il épousera d'ailleurs la fille de ce dernier le 14 juillet 1774. La célèbre entreprise deviendra l'un des plus grands fournisseurs de plantes au monde. En 1821, Philippe André de Vilmorin acquiert le domaine des Bars, terre de culture et de quelques bois, présentant néanmoins différents types de sols, propices à y pratiquer des expériences de culture comparée d'arbres. Il y installe une ferme expérimentale
mais aussi des plantations comparatives d'arbres, notamment de pins et de chênes. C'est essentiellement un arboretum forestier. De 1821 à sa mort en 1862, il y poursuit plantation et observation, faisant œuvre de précurseur dans l'étude des caractéristiques écologiques et génétiques des essences forestières. En 1866, l'État se rend acquéreur de 67 hectares du domaine pour y installer un arboretum et un centre d'enseignement forestier. Maurice de Vilmorin, en 1891, fait construire le château des Barres sur la parcelle familiale et crée le Pinetum et le fameux Fruticetum vilmorianum, qui est une exceptionnelle collection systématique d'arbustes et qui sera donnée à l'État en 1921 par Jacques de Vilmorin, son fils. En relation permanente avec des missionnaires d'Extrême-Orient, il enrichit les collections des Barres de nombreuses espèces de flore chinoise. En 1936, l'ensemble de la propriété est légué à l'État, qui crée l'école forestière des Barres et poursuit la vocation scientifique de conservatoire génétique. Cet arboretum est un véritable herbier vivant. Les collections sont distribuées par zone géographique et classement systématique. On y trouve, et là vous pouvez très bien le voir sur le dessin, le Pinetum, le Fruticetum vilmorianum et les arboretums Gouet, Pardet et Lemos, du nom des principaux directeurs éminents dendrologues. L'arboretum est aujourd'hui divisé en 3 collections. La collection Continentalis, créée en 1873, qui présente les plus vieux sujets de l'arboretum, groupés selon leur aire géographique d'origine. Classifica, créée en 1894, réunit les arbres et arbustes par famille et par genre. Et Bizarretum, créé en 1941, qui rassemble des espèces aux caractéristiques insolites pour la plupart des variétés créées artificiellement par l'homme. L'arboretum des Barres présente 2624 genres, espèces et variétés, 8960 sujets au dernier recensement de 1992. Reconnue sur le plan mondial, c'est la collection la plus ancienne et la plus riche d'arbres et d'arbustes de l'hémisphère tempéré. Là, vous allez voir quelques vues magnifiques de plantes que l'on peut trouver à l'arboretum, le sassafras, et puis cette collection absolument étonnante d'arbres qui étaient à vocation forestière. Quelques floraisons de cornus, de magnolias, les fruits étonnants. Les bleus sont les fruits de l'Ampelopsis brevi pedunculata, qui sont bleu clin en fait à l'automne. Le domaine des Barres, donc situé dans le Loiret, couvre une superficie de 250 hectares et est régi par l'ONF. Malheureusement, aujourd'hui, le gestionnaire de l'arboretum à la fois continue d'assurer la gestion des collections, mais le site n'ouvre plus que ponctuellement au public. Un troisième arboretum, plus récent, est celui de l'arboretum des Grandes Bruyères. Il est situé à Ingrane, dans le Loiret. Il est au cœur de la forêt d'Orléans. Il a été créé par 2 personnages très connus dans le monde de la botanique, M. et Mme de la Rochefoucauld. En 1969, ils achètent un terrain de 14 hectares. En 1972, les travaux débutent après un long travail de défrichement manuel pour respecter la nature. On est en plein cœur de la forêt d'Orléans avec des pins. En 1979, le site est classé réserve naturelle volontaire et est reconnu comme conservatoire écologique et ornithologique. En 1984, les propriétaires en font don à la Fondation des Parcs de France, devenue aujourd'hui Arboretum de France, afin d'en assurer sa pérennité. En 1991, le parc ouvre au public. Et en 1993, l'arboretum des Grandes Bruyères est reconnu d'utilité publique ainsi que d'intérêt général. Il est situé dans une réserve naturelle de 24 hectares. C'est un arboretum paysager dont les abords sont inspirés de l'œuvre de Gertrude Jekyll. Et l'arboretum présente une collection de 6500 plantes arbustives sur 12 hectares. Le sol est très sableux. Les collections sont en provenance de 3 climats tempérés de l'hémisphère nord, Europe, Amérique du Nord et Extrême-Orient.
En se fondant dans la forêt, les arboretums sont organisés en fonction de l'origine géographique des plantes, mais aussi de leur forme et de leur floraison, composant un tableau harmonieux. Ici, on voit cette grande allée que Madame de la Rochefoucauld appelle le Pacifique, puisqu'en fait, cette allée rejoint l'arboretum asiatique à l'arboretum américain. Les collections sont labellisées par le CCVS, Conservatoire des collections végétales spécialisées. Collection de magnolias, de cornouillers, de chênes, de roses, de cyprès, épicéas, pins, sapins, bruyères et stéwarcia. Un inventaire est régulièrement et constamment mis à jour et les missions sont multiples. D'abord, bannir tout produit de synthèse, rassembler et étoffer des collections rares et diversifiées, mettre à disposition les inventaires botaniques, associer les scientifiques à l'étude de la biodiversité ornithologique et botanique, sensibiliser le public à l'écologie et la préservation du patrimoine botanique, former stagiaires et apprentis et transmettre le savoir-faire botanique. Nous descendons un peu dans la région, on arrive en Touraine. L'arboretum de la Martinière, un arboretum créé par un artiste, Michel Davot, à Vénier, près de Montbazon, dans l'Indre-et-Loire. On trouve dans cet arboretum 19 zones de plantation déterminées de façon aléatoire qui structurent l'endroit. On trouve une zone humide des étangs utilisée pour leurs reflets et leurs brumes, zone des lianes, une zone aérée de la prairie, un bois de conifères et au sud, les douglas qui protègent de l'extérieur. Dans cet arboretum, c'est un mélange d'écorces, de branchages colorés, des associations de fleurs, de baies ou de feuillages qui rythment l'arboretum en toute saison. Un étang est au centre, dont on peut admirer les effets de brume, avec effectivement toutes les constructions réalisées par l'artiste, Michel Davot, qui est diplômé de l'École nationale, il manque un E, supérieure des arts décoratifs et qui anime le parc par des installations à base de bambous et de végétaux. On y trouve plus de 90 espèces de bambous. L'arboretum en automne. Maintenant, je vais vous parler de 3 arboretums importants, un peu plus petits dans leur surface, qui sont le jardin arboretum d'Ilex, l'arboretum Adeline et le jardin arboretum de Poulaine, dont vous pouvez voir les localisations sur la carte. Entre Orléans et Blois, à Main-sur-Loire, implanté dans un marécage, le jardin arboretum d'Ilex, anciennement arboretum des Prés d'Éculans, est un parc paysager composé de petits îlots reliés par des ponts de bois étalés sur une superficie de plus de 2 hectares dans le cadre de la reconquête du paysage. C'est une promenade le long de ces cours d'eau appelés les Mauves, venant d'un mot celtique signifiant rivière lente. Et ces rivières lentes sont alimentées par des sources. Cet arboretum a été conçu et dessiné par Pierre Paris en 1987. En 2016, il a changé de propriétaire et se nomme dorénavant le jardin arboretum d'Ilex. De nombreuses espèces de végétaux botaniques y sont représentées, principalement érables, bambous, clématites, cornouillers, hydrangeas, hostas. Une collection d'astilbes labellisée par le CCVS depuis 2007. La collection nationale CCVS de clématites des pépinières Arnaud Travers depuis 2011. Une collection d'hémérocales et une présentation de rosiers lianes du rosier Riste Andréève sur une structure de plusieurs dizaines de mètres. Et évidemment, dans ce lieu est installé le Conservatoire national d'Ilex, reconnu collection nationale en 1991 par le CCVS et par la Holy Society of America en 1999, et on y trouve plus de 500 Ilex différents. L'arboretum Adeline est situé, lui, dans l'ancien lit de la Loire, aux confins du Berry. Cet arboretum de 11 hectares, créé en 2002, présente plus de 2000 espèces. Les visites commentées des collections permettent la simple découverte sensorielle
jusqu'à la compréhension du mécanisme de la morphologie de la plante, les écorces, les fleurs, les fruits et la nature du sol indispensables à une bonne croissance. L'arboretum est reconnu pour ses collections, dont 3 nationales décernées par le CCVS, la collection nationale de liquide en barre, la collection nationale de Ginkgo biloba et la collection agréée de Tilia. À gauche, Tilia henriana, à droite, Tilia mongolica. Enfin, un jeune arboretum, on est encore dans le Berry, dans l'Indre, qui est l'arboretum de Poulaine. Alors Poulaine, c'est d'abord des jardins avec effectivement une découverte le long d'un cheminement au bord d'un ruisseau avec un parcours de bambou et l'arboretum tout à la fin des jardins. Dans ces jardins, on rencontre en fait des espaces beaucoup plus formels, une gloriette, une roseraie, un cheminement, un chemin d'eau et des cheminements entre des arches de glycine, des buissons de petits fruits et des rosiers. Donc là, vous allez voir le plan d'ensemble des jardins, l'arboretum se trouvant donc au fond des jardins, tout au bout de la visite, et donc est distribué en îlots. Je terminerai ma visite dans les arboretums dans la région Centre Val-de-Loire par un cas tout à fait particulier et extrêmement intéressant, qui est le cas de l'arboretum de la Petite Cloîtrie, qui est en fait un parc pédagogique. Donc c'est dans le Loir-et-Cher, pas très loin de Château-Renaud, donc 12 hectares de parc, 6,5 hectares de bois, un étang, 7 mares, 2 km de haies et de bandes boisées et plus de 1700 espèces et variétés d'arbres et arbustes. L'arboretum de la Petite Cloîtrie a été créé pour répondre à plusieurs objectifs. Les végétaux y sont disposés selon un principe de plantation extrêmement original, et bien qu'il soit encore jeune, cet arboretum a déjà toute une histoire. Sa situation géographique et ses différents milieux ont permis de mettre en place une palette végétale importante, avec une vue de l'étang. Les premières plantations d'arbres datent de 1994. Et en fait, l'idée de créer un arboretum est née au début des années 1980. Elle s'est affinée petit à petit, passant de celle d'un parc normal à celle d'un lieu véritablement pédagogique dédié aux arbres et arbustes utilisables actuellement dans les jardins et les espaces urbains. Jacques Bouteau, donc, qui est le créateur, le propriétaire de l'endroit, est membre, il est formateur, il s'occupe du patrimoine arboré de la ville de Tours et il est membre fondateur et ancien président de l'association Les Arbusticulteurs. Il est formateur sur la taille, la gestion des arbres et des arbustes pour un public d'étudiants, de personnel d'entreprises privées et de collectivités, ainsi que d'amateurs. À l'association, régulièrement, nous faisons appel à lui. C'est un excellent formateur. Les objectifs de l'arboretum de la Petite Cloîtrie sont multiples. Le premier objectif est d'abord la reconnaissance des arbres et des arbustes. Cet arboretum est un excellent outil pour la connaissance des végétaux par la richesse de la palette végétale présentée. C'est un véritable catalogue vivant. Même si, parallèlement, l'arboretum fait l'objet de suivi et d'études, le principal objectif reste la pédagogie par l'exemple. Généralement, les parcs botaniques présentent des collections incluant de nombreuses plantes rares. À la Petite Cloîtrie, les plantes sont beaucoup moins rares. L'objectif est de regrouper tous les arbres et arbustes que l'on peut trouver assez facilement en pépinière pour présenter l'ensemble de la palette végétale plantable dans les jardins et les espaces verts. Le principe, regrouper les arbres par forme de feuilles. Les espèces dont les feuilles se ressemblent sont plantées à proximité les unes des autres afin de mettre en évidence leurs similitudes et leurs différences. Cette démarche est née d'une idée pédagogique de la reconnaissance des végétaux pour pouvoir différencier deux taxons morphologiquement proches. Le mieux est de les observer simultanément. C'est ce que dit Jacques. Ce regroupement des arbres par ressemblance morphologique aurait pu concerner les fleurs, les écorces, le porc végétal, etc. Mais c'est souvent par la forme des feuilles que l'on reconnaît a priori les arbres.
Et la relative étroitesse du terrain, 12 hectares, nous a dissuadés, vu le nombre de taxons d'arbres et arbustes différents, plus de 1700, de réaliser plusieurs types de regroupements. C'est donc la ressemblance au niveau des feuilles qui a été favorisée. Alors ce que vous pouvez voir sur cette image, ce qui était assez amusant, c'est tous ces gros troncs d'arbres qui sont mis, de façon à ne pas casser les têtes des jeunes arbres qui sont plantés. Et effectivement, tous les rapaces et oiseaux se perchent sur ces troncs d'arbres et n'abîment pas du tout les arbres. Les visites sont toujours guidées, une fois par mois, généralement, et elles sont l'occasion d'aborder les différents aspects de la connaissance des arbres et arbustes. Ceci est un préalable indispensable à leur utilisation. Avant de décider de planter telle ou telle essence, il faut être certain qu'elle est adaptée aux contraintes du site, aux objectifs paysagers et aux usages attendus. Vous voyez Jacques qui explique à chaque fois comment il faut tailler. Il insiste beaucoup sur, et ça c'est extrêmement important, sur la taille de formation des jeunes arbres d'ornement. Et en même temps, la diversité des arbres et des arbustes, dimensions, port, architecture, aspects décoratifs, intérêt écologique, origine géographique, est telle qu'il en existe toujours de parfaitement adaptés aux multiples attentes paysagères et à l'entretien prévu. Bien choisis, correctement plantés et entretenus judicieusement, ils peuvent alors assurer un décor à la fois somptueux et économique. Et pour avoir visité dernièrement à l'automne l'arboretum, j'avais pris des photos de ces érables qui sont des hybrides, mais absolument magnifiques. Et pour finir la partie consacrée à la visite de nos 7 arboretums, je voudrais retrouver Philippe Gérard, que j'aimais beaucoup, et qui un jour écrivait dans le bulletin de l'Association des parcs botaniques de France, à relire la description de leur parc par les propriétaires, nous revivons un passé qui, telle une vie humaine, a connu des événements heureux et des moments difficiles. Cependant, on remarque toujours le lien enthousiaste et tendre de chacun avec leurs plantes. Et Mary Mallet répond « Chaque saison a ses amours ». Alors mon exposé va bientôt se terminer par une réflexion un peu générale sur l'entretien et la conservation d'un arboretum. Et là, je vais reprendre en fait les mots du ministère de la Culture qui dit que ce sont des ensembles en perpétuel devenir. Si la question de la gestion du jardin se pose, c'est que le jardin organise un matériau vivant, donc soumis au premier chef, au temps, celui qui passe, celui qui le fait. La pierre, l'érosion en témoigne, réagit elle aussi bien évidemment au temps, mais rien de comparable, ni dans les échelles mises en jeu, disons à très gros traits la décennie pour le végétal, le siècle pour le minéral, ni dans la nature des évolutions. Sans entretien, l'édifice tend à la rase, le jardin, lui, tend à la forêt. Les arboretums protégés sont des parties constituantes du grand paysage et ce dernier est souvent fondamental dans leur composition. Patrimoine, cela suppose que l'on entretient, que l'on répare, au besoin que l'on restaure. Dans un arboretum, patrimoine vivant, cela implique que l'on entretient, que l'on remplace les victimes de l'âge ou des adversités, que l'on complète par des nouveautés. Si nous laissons un arboretum vieillir doucement avec un simple entretien de propreté et d'esthétisme, nous aurons encore un parc de plus en plus clairsemé qui aura de beaux restes, mais ne sera plus un arboretum. Il ne pourra plus assumer son rôle d'outil d'enseignement, et tout particulièrement pour l'éducation et l'information du public. Il sera de moins en moins une précieuse réserve de gènes, source de matériel de propagation d'espèces ou de cultivars non seulement rares et parfois menacés, mais permettant d'agrémenter, en le diversifiant, notre cadre de vie. Donc ces mots sont gravés dans le marbre, ce qui est très bien. Alors, quelles sont les problématiques aujourd'hui avec nos arboretums ? Mais ça peut être aussi avec nos parcs, tout simplement. Les nuisances environnementales, la protection est extrêmement importante. Dans ce cas, par exemple, dans le château de Maubranche,
à l'inscription du parc et de ses jardins, le 4 février 2013, a permis d'éviter l'installation d'un hangar agricole à proximité. Les aléas climatiques. Je ne vous rappellerai pas les catastrophes dues à la tempête Lothar du 26 décembre 1999. Parfois, ça a permis de procéder à de nouvelles replantations. Pour les jardins et les parcs ouverts à la visite, les arboretums, les problèmes économiques. Comment rentabiliser le site en lui gardant son identité. L'identité d'un site est absolument primordiale. Comment trouver des solutions et des moyens pour poursuivre l'action pédagogique. Chaque propriétaire, chaque gestionnaire se pose ces questions. Et puis on a les problèmes d'abandon, de transmission, de reprise. Pas très loin d'ici, le célèbre jardin botanique du docteur Favier, qui était complètement en déshérence, a été repris en 2007 par la ville de Cherbourg, en Cotentin, qui est en train de nettoyer en vue de l'ouvrir au public. Et une visite il y a très peu de temps a permis de redécouvrir des arbres absolument extraordinaires. En même temps, grands arbres, difficulté de conserver l'intérêt scientifique. Un arboretum à vocation forestière, va-t-on replanter des arbres qu'on a étudiés pendant 150 ans? Risque de disparition de l'arboretum. Le cas se pose actuellement avec l'arboretum des Bars, qui maintenant est juste entretenu, mais pas géré de façon futuriste, et qui n'est ouvert que ponctuellement à la visite. Cas de transmission, cas de reprise. L'arboretum que vous avez vu tout à l'heure des Prés d'Éculans, Pierre Paris donc l'a vendu. Il l'a vendu à un voisin, Stéphane Chassine, que vous voyez à droite sur la photo, qui a lui-même les jardins de Roquelin. L'arboretum donc des Prés d'Éculans était situé à quelques kilomètres. Stéphane Chassine s'en occupe, adore. On lui souhaite vraiment pour le devenir de continuer, et c'est formidable d'avoir trouvé un acquéreur. Et puis il y a, et je finirai par cela, les problèmes, le changement climatique est là, dont nous ne pouvons malheureusement mesurer précisément l'ampleur et les échéances. Dans nos parcs, la végétation nous indique déjà des bouleversements avec le comportement de certains chênes, conifères et des hêtres, entre autres. En plus, les agresseurs émergent sur nos territoires. Nous savons que les températures vont continuer à augmenter, les sécheresses seront plus fréquentes, les journées de canicule plus nombreuses. En revanche, tempêtes et hivers froids persisteront. Ce n'est pas la fin des arbres sous nos latitudes, et nos parcs continueront d'exister. Mais il faut planter juste, posséder une excellente connaissance des sols et un grand savoir dendrologique. En milieu urbain, face aux problèmes d'îlots de chaleur, les arbres sont une des meilleures parades. Le choix des arbres doit être fait dans une palette d'essences résistantes aux sécheresses, aux épisodes de canicule, au vent et aux hivers rigoureux. Comme au XVIIIe et au XIXe siècle, il nous faudra expérimenter de nouvelles espèces. Aujourd'hui, nos arboretums patrimoniaux sont un indispensable champ d'observation des arbres qui supportent la sécheresse et y résistent, mais aussi des arbres suffisamment âgés pour avoir résisté à des épisodes de grand froid et des hivers rigoureux. C'est un programme passionnant qui nous permettra d'agir pour préparer l'avenir. Je vous remercie.